Excellence, mes chers compatriotes, au moment solennel où la République du Congo se présente au monde et à l'histoire pleinement indépendante et souveraine, au moment où nous ressentons incessamment le caractère irrévocable et définitif du pas que nous franchissons, nous ne pouvons pas nous empêcher de mesurer la gravité de nos responsabilités et, dans une attitude de profonde humilité, de demander à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. Avant toute chose, je voudrais exprimer ici. Très chers compatriotes, dans son allocution du 30 juin 2020, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, moulé dans le creuset du nationalisme, a élevé Feu Joseph Kasavubu, premier président de la République démocratique du Congo, au rang de héros national. Il ressortait ainsi des propos du premier d'entre les citoyens que justice venait d'être faite. En effet, des années durant, les chroniqueurs politiques et d'autres recrutés dans tous les autres officines ont fait dans la délation quand il s'est agi de rendre à nos contemporains l'histoire vraie à propos de cet homme. Le nom de ce digne fils a été jeté en pâture et aux orties, laissant place à l'imposture et à l'usurpation, comme si la nation tout entière était plongée dans une amnésie collective, allant jusqu'à oublier la primauté de son combat pour l'indépendance totale et immédiate de notre cher et beau pays. Il ne sera jamais donc assez de remercier le chef de l'État pour cette reconnaissance qui n'avait que trop attendu. Ce jour-là, et comme pour répondre à une espèce d'acquiescement, il plut aux outres célestes de gratifier Singini, père de sa naissance, d'une de ses plus de bénédictions. De même qu'il arrive aux hommes de pleurer de joie, le ciel a pleuré de joie sur Singini. Cette reconnaissance de la plus haute autorité de l'État à l'endroit de Joseph Kasavubu en était une aussi pour l'Abako et pour tous les compagnons de lutte de ce dernier, au nombre desquels tous les pères fondateurs de ce parti et tous les martyrs de l'indépendance qui, en un jour du 4 janvier 1959, ont défié le pouvoir colonial et sa soldatesque. À eux tous qui ont tiré notre pays du régime infâme de la colonisation, la nation reconnaissante. Cet acte testimonial venait ainsi mettre fin à plusieurs années de frustration et de résignation dans lesquelles était plongée une très bonne partie de nos populations dont les ancêtres et parents immédiats avaient donné de leur vie, de leur fortune en vue de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. À propos de la lutte en vue de cette accession à la souveraineté nationale et internationale, tout un peuple, pendant des années, était divisé en deux quant aux équivoques qu'elle pouvait engendrer. Y avait-il lieu pour la classe politique de notre pays, pour des besoins de marchandage et de commerce politique, et pour tous les conteurs d'histoire, de plonger le pays dans un débat sans fin, comme l'en est le cas au sortir
d'une joute sportive allant jusqu'à nier les évidences. Très chers compatriotes, l'histoire écrite des mains des Congolais, comme l'avait prédit Patrice Emery Lumumba, retiendra que un jour de 1946, lors de la sortie officielle de l'UNESCO, Joseph Kasavubu avait intemporé non suspecto planché dans l'une de ses mémorables conférences sur le droit de premiers occupants, formalisant ainsi le combat de Panda Farnana et de Fumu Kimbangu, dont nous fêtons cette année le centenaire du ministère. S'il faille, dans le cas de la République démocratique du Congo, parler de formalisation du combat progressiste, il est lieu, sans rougir de honte, et en être timoré, de les situer en ce jour. Car, en effet, cet exposé était revendicateur, non seulement des mêmes droits et devoirs pour les autochtones, au même titre que les allochtones, il revendiquait plus d'égalité et plus d'accessibilité. Fibre même du combat de 13 parlementaires, dont ils se sont fait héros des années plus tard au plus fort du régime ultra-léopoldien de la Deuxième République. Les générations d'hier doivent s'en remémorer. Celle d'aujourd'hui le retenir et celle de demain l'apprendre. Un peuple sans histoire est un peuple perdu et sans mémoire collective. Comme il doit être le cas pour le président Kasavubu, tous nos aïeux, dont le sang véhiculé dans nos veines, et tous nos pères de l'indépendance méritent de la nation hommage et allégeance. Comme le disait le cardinal Malula de très heureuse mémoire, Kasavubu a sonné le tam-tam de l'indépendance dans la nuit du colonialisme de l'empire du silence qu'était le Congo. C'est au relais de ces discours d'éveil que se construisit le combat pour l'indépendance totale et immédiate de notre pays. De là naquirent les partis politiques et se révélèrent aussi bien des hommes au talent et au drapage tout aussi nationaliste que Joseph Kasavubu lui-même, au nombre de ceux-là, un illustre compatriote, Patrice Emery Lumumba. Il ressort des écrits des hommes sensés que ce binôme a fait trembler l'ancienne métropole, qui nous souviennent à perpétuité que de la fronde revendicatrice pour la sortie de Patrice Emery Lumumba de la prison, en vue de sa participation à la table ronde, il eut un meneur qui était Joseph Kasavubu. Il ne pouvait donc être surprenant que les deux durs occupés, le premier loge du Congo naissant, sauf bien sûr pour ceux qui ont pris la carrière de notre pays en retard ou pour certains lecteurs à contre-courant de nier les évidences. La nation tout entière dut-elle se souvenir que c'est à la suite du contre-manifeste de Labako, texte lu par le natif de Singini et refutant les allégations de Van Bilsen, soutenu par la publication du manifeste de la conscience africaine très proche du colonisateur, que les mouvements politiques naquirent dans notre pays. Le contre-manifeste était éloquent quant aux libertés et à l'immédiateté de l'indépendance. Très chers compatriotes, de par le monde, et surtout en République démocratique du Congo, se tiennent des colloques pour parler de cet homme pendant longtemps oublié et ignoré. Toutes et tous essaient de donner un sens à son combat politique. Oui, qu'est-ce qui a été fait de l'État? Et du sens premier de l'État, on sait qu'il a été protecteur des intérêts des populations et on sait qu'il a été providence. Les réponses sont aux yeux. Quand il manque d'attribuer quelques épithètes à l'incurie de la classe dirigeante et à la misère ineffable dans laquelle vivent les populations congolaises.
Il est vrai qu'il faille à la République entamer cette marche vers un état de droit appelé de tous nos voeux. Mais encore faut-il que dans un élan de l'union sacrée, faire revivre ce même état qui a été plongé dans une espèce d'hibernation pendant la Deuxième République et dans la Troisième République, considérée à ses débuts comme celle de tous les espoirs, n'est venue qu'achever les fondamentaux au point que l'État a manqué au devoir primordial d'être coercitif. Union sacrée. C'est une appellation qu'il faille appliquer au combat de nos pères, pour lesquels la présente propose l'érection d'un panthéon des aïeux et des pères. Oui, parce que partant d'elle, elle est un concept d'unité d'esprit et d'action quand il s'agit de faire face à un ennemi extérieur. Hier, il s'était agi de mettre fin à l'une des colonisations le plus ignoble et infâme, dont le paternalisme acerbe, doublé des modes économiques de prédation, devenu après le modèle de la classe dirigeante de notre pays, a servi à enrichir la métropole au grand mépris des classes défavorisées. Aujourd'hui, il s'agit de mettre fin à la guerre nous imposée de l'extérieur. Guerre qui engendre une forme de terrorisme au modèle de El Shabab somalien et sème la désolation dans nos villages sans que l'on ait pensé à l'érection des mémorials du génocide congolais. Nos richesses sont impunément extirpées des antres et des mamelles de nos terres. Oui, il s'agit aujourd'hui de combattre la pauvreté qu'arbore ce pays au scandale géologique et aux indicibles potentialités. Les politiques publiques mal conçues, du fait entre autres de la zaïrianisation et d'autres ajustements structurels mal ficelés, suivis très récemment d'une croissance aux allures précaires et dont les résultats n'ont pas impacté la vie des populations, ont plongé le pays dans un marasme duquel il a peine à sortir. Sans égratigner ni édulcorer les principes de la liberté publique, il y a de ces matières qui ne peuvent diviser lorsqu'il s'agit de l'intérêt supérieur de la nation. Les défis sont énormes que de se diviser en camps politiques et de faire l'écho des sirènes de l'étranger lorsqu'il y a péril en la demeure. Il s'agit aujourd'hui de réfléchir sur notre volonté au souverainisme qui ne peut en aucun cas être hypothéqué, bradé, et sur le rôle que la Société des Nations attend de nous. Les intelligences doivent se mettre en interaction en vue de nous donner réponse face à ce questionnement inévitable qui assure de la survie de dans le concert des nations. Comme l'aurait dit un homme politique de cette époque, il s'agit aujourd'hui de trouver une parfaite harmonie entre la démocratie, très chèrement acquise, et dont les élections restent la modalité la plus possible, au désir ô combien grandissant de développement de nos populations. Des voix s'élèvent, il est vrai, dans le fin de revendiquer des élections en 2023. D'autres diraient même, illico presto, là une fois de plus, toute une république devient amnésique quant aux arriérés électoraux de ces 3 derniers cycles, comme si la démocratie était un luxe pour ceux de périphérie qui ne devraient pas avoir droit à une certaine représentativité. Les politiques surplombent les institutions au niveau national et sont absents au niveau local. Qui n'a pas d'œil pour constater que ce surplomb crée même une paralysie au centre et finit par rendre les extrêmes apoplectiques du fait du manque d'irrigation de la sève démocratique? Les élections, les vraies, devraient commencer par les entités décentralisées. À ce propos, il est lieu de rappeler la stratégie politique
de Joseph Kasavubu, qui consistait à redonner le vrai pouvoir au peuple et au peuple d'abord. Cette stratégie est celle du fédéralisme parce qu'elle est plus participative à l'exercice de ses droits au peuple que tout autre. En effet, et paraphrasant l'un de nos compatriotes qui planchait à ce propos, le fédéralisme est et demeure le chemin de la vraie démocratie, au plus près des entités sociologiques de notre pays aux dimensions continentales. De plus, qui peut oublier que notre constitution est acquise au prix d'un pacte de braves et dont le tissage est fait de l'étranger et par conséquent donc marqué par son extranéité. La Troisième République était un octroi de certaines puissances et ses contours étaient définis sur mesure. Il manque parfois le courage à nos hommes politiques de l'avouer en vue de sauvegarder quelques intérêts et prébendes. Il est temps, comme il a fait en 1964, avec la consultation de Loulouabourg, de doter notre pays d'une constitution qui tienne compte de nos réalités et de la volonté du peuple dans sa diversité. Aux forces progressistes et à la suite de Joseph Kasavubu, de reprendre le flambeau pour l'avènement d'une république réellement indépendante, empreinte de démocratie, de paix et de progrès social. Très chers compatriotes, l'intervention de ce jour est un appel. Appel à un homme, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui à un moment donné de sa gouvernance a ressenti le besoin le plus fort, tel que ressenti par le peuple congolais, celui de s'affranchir de la prédation et de l'infantilisation sur lui imposée pendant près de 20 ans. Pendant 20 ans, il s'est posé non seulement un vrai problème de casting en vue d'une gouvernance rationnelle de la chose publique, mais aussi et surtout la réalité vivace et nette de la survivance des tares de la Deuxième République. Tout ou presque a été liquéfié aux hôtels des intérêts privés et tout le monde se refusant d'être comptable de la banqueroute. Tant il est vrai que ce besoin puisse être réel, cet appel consiste à rehausser le niveau de l'appréhension et de l'appropriation du concept union sacrée qui malheureusement est galvaudé par certains développeurs politiques. Ce concept devrait servir de point de bascule en vue de cimenter l'unité nationale et de satisfaire aux aspirations de tous les Congolais à plus de démocratie, de paix, d'accessibilité aux besoins sociaux de base et de sécurité. Au regard du potentiel dont regorge le pays, ces populations n'ont droit qu'au bonheur. Le chef de l'État doit autrement se révéler au modèle de son mémorable prédécesseur que fut le président Kasavubu, dont il essaie de tarir d'éloges pour ce mode de gouvernance dans lequel il est invité à puiser en vue de marquer une pause dans le but de permettre aux Congolais de 1. Définir le contour vrai qu'il faille donner à notre pays partant de ses propres réalités. De notre son de cloche, il n'est pas loisible d'entamer des réformes institutionnelles si celles-ci ne répondent qu'aux aspirations de la classe politique sans qu'elles ne tiennent compte des aspects de structuration de notre société. 2. De déterminer sans passion le mode d'élection à tous les niveaux. Il serait une arnaque que ce débat se limite au seul niveau institutionnel. En cela, le peuple congolais réuni en conférence nationale souveraine s'était déterminé. Il est temps que les martyrs de la conférence nationale souveraine soient honorés à travers la prise en compte des propositions idoines qui en ont émané. Il n'est pas à négliger le débat actuel sur un reformatage de la CENI
à l'Assemblée nationale et d'autres conjectures à ce propos. La question est de savoir si seul un réformateur suffit ou s'il faille pousser plus loin la réflexion sur le mode de votation. 3. Conduire la nation vers la signature d'un vrai pacte républicain, véritable ferment de la refondation du Congo, incarnant les aspirations de tous les pères de l'indépendance. La République doit aussi se bâtir par ceux qui disposent d'une véritable légitimité naturelle et bénéficiant d'une autre forme d'onction, et non seulement par le plus fort gagnant au jeu du poids politique. 4. Affranchir les populations de la dictature et de la colonisation des partis politiques. Le mérite et la compétence ayant cédé le pas au djalléloïsme. Il y a de ces compatriotes qui, en eux tout seuls, représentent mieux que les cohortes des partis politiques. 5. Construire une économie de temps de crise et de produire une vraie capacité de résilience au moment où l'économie mondiale est en train de se financiariser et de se surcapitaliser. 6. Construire une armée nationale et de dissuasion et une police à même de faire respecter l'autorité de l'État. L'armée et la police sont certes marquées par leur apolitisme, mais ne seraient pas non plus anachroniques, comme ce fut le cas avec la conférence nationale souveraine, de les faire participer à une large réflexion. Le temps sont aux agendas, et l'agenda le meilleur doit s'inspirer des aspirations de ces populations oubliées dans les fins fonds et dans les confins de la République. Il est donc indiqué de ne pas y aller tête baissée et en solo. Des situations difficiles se révèlent des grands hommes. Notre histoire et celle des nations nous le renseignent. Le Congo est à la croisée des chemins et ne peut négocier sa survie qu'au prix fort de concessions et à la volonté exprimée de fédérer toutes les forces vives et les vraies en vue de lui assurer cette survie. Nous avons un pays à recréer. C'est au chef de se faire un baroud en vue d'assurer aux populations de ce pays un nouveau destin. Il aura ainsi mérité de la République et lui sera attribuée la paternité de cette 4e République attendue de tous les vœux. Très chers compatriotes, un bon prophète, comme le dénommé Van Bilsen, et avant de proclamer la naissance du Congo, de sa voix douce et rassurante, le président Kasavubu vous prévenait son peuple en ces termes. Je cite. Mais si nous pouvons nous réjouir de cette décision, nous ne pouvons pas oublier que c'est à nous désormais à prendre le relais et à rassembler les matériaux de notre unité nationale, à construire notre nation dans l'union et la solidarité. Nous disposons pour cela d'un large éventail de moyens, mais il faudra que nous les utilisions avec sagesse, sans hâte ni lenteur, avec le souci de s'adapter harmonieusement au rythme normal des choses. Aucun habitant de ce pays ne peut se refuser de participer à cette œuvre capitale. Fin de citation. Tel était cet appel prophétique de la part de ce grand esprit qui considérait la politique comme une prolongation de la diaconie et plus encore comme un vrai sacerdoce. Briguer un mandat devrait cesser d'être un privilège, mais devrait devenir une responsabilité. Leitmotiv d'un homme dont nous devons nous inspirer. En faire usage. Wazaya kuna ukwenda, wazaya kuna utupa. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et tout son peuple. Je vous remercie.